Bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Coupe d'Afrique 2022, le Sénégal est logé dans le groupe B avec la Guinée-Conakry, le Zimbabwe et le Malawi. Analyse des chances des Lions et les forces et faiblesses des adversaires avec notre consultant Talla Fall. Destruction des infrastructures scolaires, Macky Sall condamne les actes de violence. L'école n'est pas un champ de bataille, avertit le chef de l'État. Il a présidé ce matin la cérémonie de remise des prix du concours général. Pour cette édition, la meilleure élève du Sénégal se nomme Ndeye Awa Sarr. Covid-19, le variant Delta ralentit au Sénégal. 148 Covid+, et 11 décès sont rapportés aujourd'hui. Des décès souvent liés à des thromboses multiples. Nous ferons le point. À la une également, le poulet se fait rare à la veille de la fête de la Tamkharit, Ashura, une fête religieuse mais aussi culturelle au Sénégal. Reportage à suivre. Les Lions de la Teranga connaissent désormais leur adversaire à la CAN 2022 au Cameroun. Il s'agit de la Guinée-Conakry, du Zimbabwe et du Malawi. Nous sommes sur ce plateau avec notre consultante Talla Fall. Bonsoir Talla. Bonsoir chérie. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM. Et sauf coup de tonnerre, ça devrait passer pour les Lions. Normalement, c'est un groupe quand même qui est très jouable par rapport aux équipes qu'on devrait rencontrer. Quand on regarde dans ce groupe, il y a le Zimbabwe qu'on doit rencontrer, la Guinée-Conakry et le Malawi. Donc pour moi, normalement avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs qu'on a, avec l'expérience qu'on a maintenant des grandes compétitions et surtout des compétitions africaines, ça devrait le faire. Donc pour nous, Sénégalais, on s'attend maintenant à aller au-delà même de cette phase de poule parce que c'est devenu quelque chose qu'on a l'habitude de faire régulièrement, d'aller en Coupe d'Afrique maintenant, c'est devenu une chose courante. Et il va falloir maintenant aller chercher le trophée et vraiment le ramener au Sénégal. Donc pour vous, pas de pression, ça va naturellement passer au vu de la qualité des autres équipes, c'est ce que vous voulez dire. Attention tout de même. Oui, non, c'est-à-dire qu'on ne décrète pas une victoire. Ce qui est sûr, là je parle de la phase de poule. Oui. Parce que là, on va rencontrer des équipes quand même qui sont jouables. Pour moi, donc le plus important, c'est de sortir au moins dans cette phase de poule et regarder les prochains adversaires. Justement, le premier match, ce sera le 10 janvier contre les Warriors du Zimbabwe. C'est un vieux souvenir également. Ben, tout à fait. Les Sénégalais se rappelleront quand même du Zimbabwe. Ça nous ramène un peu dans l'histoire du football sénégalais où on était resté pendant une bonne 2 décennies même sans aller en Coupe d'Afrique. Et c'était à l'époque avec des joueurs comme Feu Jules-François Bocandé, Oumar Gueye Sène, les Roger Mendy, les Joseph Koto. Donc il y en a eu des joueurs qui sont restés aujourd'hui, qui sont là, qui sont présents, qui sont dans l'actualité sportive même. Parce que quand on regarde dans cette équipe-là, aujourd'hui, il y en a qui sont devenus de grands dirigeants, comme Cheikh Ahmed Tidiane Seck, donc de grands entraîneurs aussi, les Pafal. Donc toute cette génération-là a vécu des moments inoubliables. Parce que c'était notre qualif en Coupe d'Afrique et c'était à Caire 86. Et aujourd'hui, si on rencontre cette équipe-là, le Zimbabwe, et donc en Coupe africaine, c'est pour dire quand même que bon, maintenant on a l'expérience, on a l'étoffe, on a ce qu'il faut vraiment pour aller jusqu'au bout. L'entrée en matière qu'il faudra réussir contre le Zimbabwe le 10 octobre. Le deuxième match en revanche, là c'est un derby. On peut dire que les choses sérieuses vont commencer. Ce sera contre le Sili National. Mais déjà, il faudra au moins assurer le premier match contre le Zimbabwe. Et maintenant, ce sera un derby de l'Afrique de l'Ouest parce que souvent, on a eu à rencontrer l'équipe guinéenne qui nous a souvent posé des problèmes dans le passé. Mais on a su aussi revenir aujourd'hui avec une équipe quand même qui fait la fierté des Sénégalais, une équipe conquérante, une équipe qui arrive au moins à faire plaisir. Maintenant, il faudra confirmer tout ça pendant les phases de poule. Et dire quand même que bon, l'objectif majeur, c'est d'aller jusqu'au bout. Et avant cela, il va falloir aussi gagner sur le terrain, produire du jeu
et montrer aux Sénégalais et à la face du monde que cette équipe-là, qu'on attend depuis des lustres, est capable aujourd'hui de relever le défi. Et je pense que c'est ça le plus important. Gagner et produire du jeu, c'est important pour les Sénégalais. Ça rassure quelque part, parce que nous aussi, on attend cette coupe depuis un bon bout de temps. Maintenant, mentalement, il va falloir être prêt. Parce que du point de vue moyen, logistique, tout sera mis en place parce que c'est l'État du Sénégal qui finance tout. Donc pour l'équipe A, il n'y aura pas de problème. Maintenant, est-ce que dans la conception stratégique sur le plan sportif, on sera prêt? C'est ça qu'il faut au moins préparer. Mentalement et pouvoir gérer cette pression-là. Parce que tout le monde nous attend sur la plus haute marche du podium. Et c'est à nous maintenant de gérer toute cette pression, le stress qui va avec, pour dire quand même qu'on est prêt. Parce qu'on a les joueurs qu'il faut. Le potentiel est là. Maintenant, il faudra, sur le plan sportif, être prêt. Juste un dernier point sur la dernière équipe dans ce groupe, le Malawi, classé 118e au classement FIFA. On espère que ce ne sera pas le match de la qualification parce que quand même, ce sera important de se rassurer bien avant. Absolument. Ce sont les 2 premiers matchs qui vont nous édifier sur le niveau et la qualité de notre jeu. Parce qu'en réalité, on a les joueurs qu'il faut. On en a. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont reconnus partout à travers le monde. Et donc, à partir de ce moment, nous, tout ce qu'on a à faire dans cette Coupe d'Afrique, c'est de venir confirmer. Mais pour ça, il faudra se préparer. Ne négliger aucun détail. Et c'est ça qui fera la différence. Donc, nous, Sénégalais, on sait aujourd'hui le potentiel qu'on a. On sait qu'aujourd'hui, on a tous les moyens pour pouvoir aller au-delà même. Maintenant, il faut se préparer en conséquence et savoir qu'une coupe, ça ne se décrète pas, ça se joue sur le terrain. Et quand on voit les équipes qui sont présentes aujourd'hui en Coupe d'Afrique, c'est plutôt le nivellement par le haut. Et donc, c'est des équipes qui vont venir, qui ne vont pas s'avouer vaincus, qui ne vont pas venir non plus en victime expiatoire, mais qui vont jouer crânement leur chance. Merci beaucoup, Talafa. Allez, allons plus loin justement dans la présentation de ce groupe du Sénégal. Le Sénégal, je le rappelle, logé dans le groupe B. Qui sont les autres adversaires, leurs forces et faiblesses, racontées par Cheikh Sadibou Diarra. Le Sénégal pas mal loti dans la phase de poule de la CAN 2021. Les Lions se trouvent dans le groupe B. C'est en compagnie du pays voisin, la Guinée, 14 fois qualifié à cette compétition et une place de finaliste en 1976. Du Zimbabwe qui va disputer sa 5e CAN et du Malawi, auteur de sa 3e qualification, mais absent depuis l'édition de 2010. La poule B regroupe ainsi des habitués de la compétition et va offrir un show derby ouest-africain. Le Sénégal va débuter tout de même par le Zimbabwe. Le Cameroun, pays hôte, hérite du groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Les Comores, un des nouveaux venus de la compétition, est dans le groupe C, accompagné du Maroc, du Ghana et du Gabon. Le groupe D réunit le Nigeria, l'Égypte, le Soudan et la Guinée-Bissau. L'Algérie, tenante du titre, est dans la poule E avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. La poule F, estampillée Afrique de l'Ouest, regroupe en effet 3 pays de cette sous-région, en l'occurrence le Mali, la Mauritanie et la Gambie, novices dans cette compétition. La Tunisie complète le groupe. La phase finale de cette 32e édition de la CAN est prévue du 9 janvier au 6 février dans 5 villes du Cameroun. Les 2 premiers de chaque poule et les 4 meilleurs 3e vont se qualifier au 8e de finale. Merci beaucoup, Cheikh Sadibou. L'autre compétition à venir, c'est l'afro-basket masculin qui va venir très vite puisque le tournoi démarre dans une semaine et les Lions ont reçu le drapeau national des mains du secrétaire général du ministère des Sports. Toutes les mesures seront prises pour une bonne participation des Lions selon le directeur de la haute compétition. On vient de remettre le drapeau national au capitaine de l'équipe nationale de basket masculine en vue de la participation au prochain Afro-Basket de Kigali. Je crois que c'est un moment solennel. Nous le faisons régulièrement avec les équipes nationales qui participent à un grand événement sportif international. Et nous sommes avec une discipline qui, pendant longtemps, nous a valu beaucoup de satisfaction. Là, aujourd'hui, c'est l'équipe nationale de basketball. Le dernier trophée que nous avons pu glaner sur le continent date de 1997.
et c'était à Dakar. Donc avec la nouvelle direction technique, le nouveau staff technique, nous espérons que nous allons en tout cas faire bonne figure à Kigali et pourquoi pas être sur le podium. L'actualité de ce mardi, c'est aussi la traditionnelle cérémonie de remise des prix du concours général, cérémonie présidée par le chef de l'État. À cette occasion, Macky Sall a condamné les actes de violence en milieu scolaire ainsi que la destruction des infrastructures scolaires. Marcel Farba Maroun et Amadouba. Elle est de retour. Après une année 2020 sabbatique marquée par la crise sanitaire, la cérémonie du concours général s'est déroulée ce mardi. L'occasion de rappeler l'importance que revêt la discipline au sein de l'école sénégalaise. Par effet de mimétisme, des élèves se permettent, dans des challenges insensés, de s'attaquer à des enseignants et au personnel d'encadrement et de détruire des infrastructures scolaires. Je dois réitérer ici ma ferme condamnation de ces actes totalement inacceptables. Chacun doit savoir que l'école n'est ni un champ de bataille, ni une scène pour gladiateurs. Les casseurs, ceux qui s'adonnent à la triche, à la violence et aux actes d'incivisme, n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. Rappelons en outre que le concours général de cette année avait pour parrain le professeur Souleymane Niang, qui a notamment beaucoup œuvré pour la promotion des mathématiques au Sénégal. J'ai décidé que la future université de Matam porte désormais le nom de l'illustre parrain et sera Université Souleymane Niang de Matam. Aussi, le président Sall a décidé d'instituer des classes préparatoires aux grandes écoles. Aux grandes écoles qui offriront 2 années de formation soutenue aux bacheliers remplissant les critères requis. Cette mesure sera effective à compter d'octobre 2022. Fait inédit, 2 jumelles ont chacune obtenu leur baccalauréat à l'âge de 13 ans. Ce n'est donc pas un hasard si le chef de l'État a bien voulu les compter parmi ses invités spéciaux. Marcel, cette année, un peu plus de 100 élèves ont reçu des prix dans différentes matières et pour l'édition 2021, la meilleure élève du Sénégal se nomme Ndaye Awa Sarr de la maison d'éducation Mariama Ba. Sa réaction est celle des autres lauréats recueillis par nos équipes. Je me sens vraiment très honorée. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette chance, cette opportunité d'être dans mes meilleurs élèves du concours général. Et voilà, je suis aussi très fière de mes camarades de classe parce qu'elles ont d'excellents résultats, ce qui a fait qu'on a redoré l'image de Mariama Ba au Sénégal. On est très contents d'avoir eu l'honneur de célébrer cela ici. On nous a déjà bien accueillis à l'hôtel et tout ça. On nous a bien félicités et on espère continuer à promouvoir l'excellence grâce à cette cérémonie qui est vraiment une très bonne initiative. Voilà, c'était une très bonne cérémonie. Nous sommes très honorés aujourd'hui de recevoir nos prix en présence du président de la République du Sénégal. Et nous sommes très fiers de représenter notre école qui a longtemps été l'une des meilleures écoles du Sénégal. Et c'est un honneur pour nous de rendre fiers nos anciens qui nous ont très bien illustrés les années passées. Et je tiens à préciser aussi que c'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles nous nous efforçons sur le travail. Et la maison d'éducation Mariama Ba s'est distinguée cette année comme Ndaye Awa. D'autres pensionnaires se sont illustrés et comme un symbole, ce 17 août marque les 40 ans de la disparition de l'auteur d'une si longue lettre. C'est ce qu'on appelle un bel hommage. Intéressons-nous maintenant au futur des lauréats avec ces questions. Que sont devenus les anciens lauréats du concours général? Être meilleur élève du Sénégal présage-t-il d'un bon parcours sans embûches professionnelles? Nos équipes ont rencontré un ancien lauréat et vous allez le voir, sa trajectoire professionnelle n'est pas si mal. Cher Diop et Pape Sango Dembaye.
Il est ancien lauréat du concours général. Des décennies après, Cheikh Ahmed Tidiane Ba n'a pas oublié ce sacre qui a fait honneur à toute une famille. Mais quel bonheur que de se voir remettre un prix par le président de la République. Quel bonheur que de voir sa maman, sa tante, son oncle dans la salle, tout souriant parce que fiers de leur fils. Je pense que c'est des moments exceptionnels que nous avons vécus, que tous les lauréats vivent. Voilà le concours général. Des souvenirs qui sont restés gravés dans sa mémoire. Cette distinction peut servir de motivation à ses enfants et proches. Quand vous êtes lauréat, vous pensez que vous êtes un exemple. Et vous avez du plaisir à raconter ça à vos enfants, à leur dire que votre papa a été un bon élève. Je pense que c'est d'abord le premier exemple qu'il faut être pour que vos enfants puissent quand même continuer leurs études et travailler de façon très... comme vous le voulez. La remise des prix aux lauréats du concours est toujours pour lui un grand jour. Une occasion aussi pour conscientiser les jeunes. Moi, j'ai espoir que cette jeunesse permettra au Sénégal d'atteindre l'émergence. Et des exemples comme ces lauréats de cette année y participeront grandement. Cheikh Ahmed Tidiane Ba est Messi pour ses amis. Un surnom qui amuse le grand supporter du Real de Madrid et l'Olympique de Marseille. L'actuel directeur de la CDC est un grand littéraire qui a un bac scientifique. Venons-en à la situation épidémiologique du Sénégal. Le variant Delta semble ralentir chez nous. 148 Covid+, et 11 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les morts du Covid sont souvent liées à des thromboses multiples, selon le professeur Awa Oumar Touré. La thrombose est la complication majeure de la maladie. C'est la complication qui tue essentiellement parce que c'est un caillot de sang qui va se bloquer au niveau d'un des organes nobles, le poumon, entraîner une embolie pulmonaire, le cerveau, entraîner un accident vasculaire cérébral et au niveau des reins, par exemple, entraîner une insuffisance rénale. Et que ça touche plusieurs organes. C'est essentiellement ce qui tue les malades. Ces malades qui sont suivis, moins de 15 à 20% font des thromboses. Ces patients qui font des thromboses sont répertoriés et qui font toutes les complications par le comité. Et une fois répertoriés, on regarde si ces patients n'ont pas d'autres facteurs qui expliqueraient la thrombose, notamment dans le domaine dans lequel j'interviens, l'hémato, et on s'est rendu compte que la plupart de ces patients ces individus avaient d'autres pathologies qui pouvaient être à l'origine de la thrombose. Donc c'est pour rassurer les populations, pour dire que les individus qui ont fait des complications liées à la vaccination avaient d'autres comorbidités qui pouvaient expliquer la thrombose et en plus avaient également des facteurs héréditaires qu'ils ne connaissaient pas qui pouvaient expliquer la thrombose. Donc rassurer nos populations par rapport à cette vaccination qui est peu sujette, donc l'imputabilité de la vaccination n'est pas encore établie. L'hôpital de Mbour a été perturbé ce matin à l'origine du remous. Les blouses blanches exigent l'annulation du protocole signé avec Polymed. Le personnel de santé donne un ultimatum de 30 jours. Écoutons leur porte-parole, le docteur Khoudous Mama, avec notre équipe à Mbour. L'administration de l'hôpital a fait des gestes. Ils ont posé des actes allant dans le même sens que les syndicats, c'est-à-dire l'annulation du contrat entre Polymed et l'EPS de Mbour. Les actions de l'administration vont poursuivre leur cours. Mais nous, en tant que syndicat, on va continuer à veiller au grain. Pour cela, il n'est pas à exclure une suite avec une série de grèves totales pour le personnel médical et paramédical de l'EPS 1 de Mbour si le problème de Polymed n'est pas totalement résolu, c'est-à-dire l'annulation de ce contrat dans les délais légaux qui sont les délais de 30 jours une fois déposés au niveau des autorités de régulation des marchés publics. Il n'est pas exclu aussi qu'il y ait une entrevue avec Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc à partir d'aujourd'hui, nous lançons un délai de 30 jours
et nous veillons au grain par rapport au dépôt au niveau de l'ARMP afin que l'annulation définitive du contrat de Polymètre et de l'EPS Mbour soit prononcée. L'autre grand titre de cette édition, c'est la rareté du poulet à la veille de la fête de Tamkharit. Certaines clientes de la banlieue viennent jusqu'à Ouakam à la traque du poulet. C'est un reportage de Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Il a quitté Yombol pour venir se ravitailler en poulet au marché de Ouakam afin de préparer le couscous pour la Ashura. Ndeye John, c'est son nom, s'inquiète de la rareté de cette volaille dans la banlieue. C'est dû à la rareté du poulet dans la banlieue que je me suis déplacée jusqu'au marché de Ouakam. On a remarqué une pénurie dans notre zone. J'ai acheté même pour mes voisines. En cette veille de Tamkharit, le poulet très prisé est devenu très cher. C'est trop cher, il n'y en a que pour 3 000 francs, 4 000 francs, alors que vraiment la vie est dure avec cette fête. Il y en a à tous les prix, 2 500, 3 000 francs. Cela est lié à plusieurs facteurs. C'est à cause de l'hivernage que les poulets sont très chers. Certaines ne veulent même pas s'y engager. L'aliment de bétail, il faut le dire, est très cher, en plus aussi de l'hivernage. Ashura, cette fête correspondant au 10e jour de l'an musulman, se distingue par l'aspect culinaire avec la préparation du couscous, pratiquement dans toutes les familles sénégalaises. Merci beaucoup Fat Bintou. Et intéressons-nous maintenant au sens religieux de cette fête. Ashura marque le début de l'année musulmane, la Tamkharit au Sénégal, une fête religieuse mais aussi un peu culturelle, notamment avec le fameux Tadjouboun. Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Quand on parle de ce plat, on pense à la fête d'Ashura ou Tamkharit. Le kéré est entré dans l'histoire de cette fête religieuse, ce qui pose aussi le débat entre certains religieux. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a toujours accordé une place importante à la famille. Il tenait à faire plaisir aux siens. En plus, certains musulmans ont tendance à jeûner la journée de Tamkharit. La rupture du jeûne est toujours un moment de fête. La Tamkharit, qui marque le début de l'année musulmane, une occasion de prière avec ferveur, des festins aussi autour du kéré. Et si vous allez au Maroc par exemple, le Tamkharit ou Ashura est considéré comme la fête de l'enfance. Les enfants reçoivent des cadeaux, on prépare un repas, n'est-ce pas, pour toute la famille. Et il faut dire que c'est cette tradition, n'est-ce pas, marocaine que certains pays, n'est-ce pas, de sud-sahariens ont hérité, en particulier le nôtre, raison pour laquelle on partage, n'est-ce pas, un dîner copié pour toute la famille. C'est ce qui est à l'origine de ce kéré. Mais pour dire que ce kéré n'a aucune signification, n'est-ce pas, religieuse. Et le fait de ne pas le préparer, cela ne fera l'objet d'aucun péché. Cette fête est essentiellement inspirée des us et coutumes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi avec le Tadjabon qui constitue un grand moment d'évasion. C'est une pratique prohibée par la religion musulmane. On ne peut pas se permettre de porter les habits des hommes ou que les femmes s'habillent différemment. Ce qui est d'Espagne également des festivités comme le Tadjabon, je dirais qu'une fête religieuse ne se commémore point par des pratiques illicites. Le fait que des hommes s'habillent en femmes, des femmes s'habillent en hommes, cela est tout à fait banni par l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths très authentiques même, a banni, a maudit même en fait tout homme qui s'habille en femme et toute femme également qui s'habille en homme. Donc c'est des pratiques que nous devons vraiment bannir dans nos sociétés. À côté de ces aspects religieux, la tradition est aussi magnifiée. Des exemples de bonnes pratiques entre coépouses, par exemple, ont eu des bœufs dans le quartier en guise de solidarité ou rendre visite aux anciens. Merci beaucoup Ibou et bon appétit à tous les Ndiayen. Nous vous le disions hier, l'accident survenu à Kaolack impliquant un camion matriculé au Mali remet au goût du jour le projet ferroviaire de la ligne Dakar-Bamako, un projet, vous le savez, de plus de 1900 milliards de francs CFA, et il sera réalisé dans un délai de 54 mois. Mamadou Fall et Pape Sangoné Mbaye.
Le Sénégal tient un projet très ambitieux en matière de réseau ferroviaire. Des rails datant d'un siècle est en phase de restructuration. Un lourd investissement de 1 900 milliards garanti par l'État canadien est une aubaine pour le Sénégal. D'une nouvelle voie standard, double sens, 22,5 tonnes à l'essieu, branchement des 3 ports du pays, des cimenteries du pays et des mines du pays, donc 200 km de branchements supplémentaires. Donc nous dotons d'un réseau. Nous n'aurons plus, ce ne sera plus seulement une voie linéaire, mais nous aurons un réseau. C'est un projet inédit, près de 3 milliards d'euros, donc 1935 milliards, sans garantie souveraine, mais encore une fois que nous faisons avec les 7 grands États du monde. Le train, l'un des modules de la mobilité, est l'équivalent de 40 camions en matière de transport de marchandises. Donc il était nécessaire pour l'État du Sénégal de remettre le train jusqu'à Tambacounda dans un premier temps. Nous avons, en matière de travaux ferroviaires, nous avions un important ouvrage, un pont, qui s'était effondré sur 80 mètres de longueur et 8 mètres de profondeur, qui était finalement en période hivernale devenu un petit lac pour les populations, et avec ses avantages, mais avec la nuisance aussi que cela pouvait causer en termes d'activités agricoles. Et nous avons également Touba Zamzam, votre média l'a couvert comme d'autres médias nationaux, réalisé 2 importants ouvrages. D'abord un barrage qui permettait aux activités agricoles de prendre beaucoup plus de propension, et ensuite un ouvrage ferroviaire très important. Et il nous reste à présent la 3e phase que nous sommes en train de diligenter. Dakar-Bamako, long de plus de 1200 km, va se réaliser d'ici 54 mois. Une liaison sociale, économique et structurelle. La réhabilitation de ce trajet participera à la lutte contre les accidents sur nos routes. Merci Mamadou. Et puis un mot sur l'actualité internationale, toujours dominée par le retour en fanfare des talibans en Afghanistan. L'assaut réussi des talibans symbolise une faille de la CIA, car les Américains ont mal apprécié la force des talibans, selon François Durper. Il est spécialiste des questions américaines. Chérif Dia. L'Afghanistan, c'est 20 ans de guerre pour les États-Unis, la plus longue de leur histoire. Joe Biden a voulu respecter la promesse de Donald Trump, son prédécesseur, sauf que le retrait des troupes américaines ne s'est pas passé comme prévu. Alors il avait promis un retrait, il n'avait pas promis une débâcle. Or les images que l'on voit en Afghanistan, ce sont bien des images de débâcle. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Eh bien, il y a eu une surestimation de la capacité de l'armée afghane et du gouvernement afghan, de résister aux offensives talibans. Des talibans qui ont réduit à néant l'armée afghane que les Américains ont pourtant formée, équipée à coups de milliards de dollars. Pour ces spécialistes des questions américaines, cette débâcle est tout simplement l'échec de la CIA. C'est une faillite du renseignement américain et en particulier de la CIA qui avait dit au président américain il y a quelques semaines le gouvernement, l'armée afghane peut tenir de 5 à 18 mois. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'intervalle décent. Les images que l'on voit, ce sont les images de Saïgon 1975, les plus anciens s'en souviennent. Et une fois encore, le renseignement américain, il a péché par incompréhension culturelle. François Durper reste catégorique, ces scènes de chaos en Afghanistan, c'est la fin de l'hégémonie américaine. Les États-Unis, c'est encore 40% des dépenses mondiales de défense de la planète. Mais cette armée américaine, elle ne fait plus peur, elle ne fait plus peur à ses adversaires, notamment la Chine et la Russie. Que peuvent penser la Chine et la Russie quand cette armée surpuissante, est en défaite par rapport à une armée de 75 000 talibans, ces femmes afghanes qui ont fait confiance aux Américains, qui sont aujourd'hui à l'aéroport de Kaboul, s'accrochant aux avions américains. Ce sont des images terribles et qui sans doute scellent la fin de l'hégémonie américaine. Les talibans sont maintenant les maîtres de l'Afghanistan, conséquence des erreurs commises par les Américains dans cette zone depuis 20 ans.
Merci beaucoup, Chérif. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec vos Papa Plaider. Vous recevez ce soir Monsieur Cheikh Diop. C'est à vous.